Dov Zera, bonjour Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être venu ce matin dans notre studio. Vous êtes de passage en Israël pendant ces vacances et on a beaucoup de plaisir de vous accueillir ici. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes, on va dire, un ancien énarque. Vous êtes. Je sais pas si on peut dire ancien énarque. Je suis toujours. C'est à vie. C'est à vie. Voilà. C'est comme polytechnicien, voilà, c'est comme mineur. Vous avez fait de brillantes études. Vous avez été commissaire aux comptes et dans le cadre de votre activité communautaire, vous avez été président du consistoire de Paris. Mais on peut dire que vous avez été extrêmement actif, en particulier au cours des dernières années, entre 2010 et 2013, à la tête de l'Agence française pour le développement. L'Agence française pour le développement, vous allez nous expliquer exactement ce que c'est, mais on comprend que c'est une agence qui aide les pays et les communautés en difficulté à travers le monde, de la République, et c'est une nomination du président de la République, votre fonction. Et alors, pour tout d'abord, expliquez-nous de quoi il s'agit plus précisément. L'Agence française de développement, l'AFD en acronyme, est une vieille institution française qui a été créée en 1941 par le général de Gaulle. Alors, je ne vais pas occuper tout le temps qui nous est imparti pour raconter toute cette histoire. Donc, c'est une vieille institution. En pleine guerre, c'est-à-dire à Londres, quoi. Oui. Et donc, elle intervient par le biais de dons, de prêts, auprès des pays en voie de développement pour les aider à construire des routes, des aéroports, des ports, des centres de formation, des centres de pisciculture, toutes sortes d'activités dans les pays en développement. Alors aujourd'hui, pour avoir quelques exemples, c'est environ 12 milliards d'euros d'intervention par an. Et dans plus de 60, elle est présente dans par plus an, de 60, 12 milliards par an. 12 milliards d'euros. C'est un budget d'euros. Conséquent. Oui. Et est présente dans 70 pays de par le monde, avec des agences locales sur place, comme celle que nous avons à Jérusalem. Alors voilà, justement, j'allais vous poser la question, parce que nous sommes ici à Jérusalem. La question que je voudrais vous poser, c'est, on se doute que la République, à travers votre agence, cette agence est active dans la région. Est-ce qu'elle est aussi active en Israël ? Non, en Israël, non. Parce que c'est plus considéré comme un pays en développement. C'est pas un pays en développement. Israël fait partie de l'OCDE, et même avant de faire partie de l'OCDE, n'était plus un pays en développement. Donc ne bénéficie pas, parce que généralement ces aides et les prêts que l'on donne sont à des taux d'intérêt concessionnels, qui ne sont pas des taux d'intérêt de marché. Et donc, pour ne pas fausser les règles de la concurrence, il y a des prescriptions. Attendez, lorsque vous parlez de ce budget, ce sont des prêts ? Des prêts et des dons. Ah, ce sont des prêts et des dons, d'accord. Des prêts, des dons, de l'assistance technique, de la mise à disposition des fois de coopérants, de la mise à disposition de crédits pour faire des études de marché, des études de faisabilité. C'est toute la palette possible. Nous faisons aussi des interventions en capital. Nous prenons des participations dans des sociétés en capital par l'intermédiaire d'une filiale. Donc, toute la palette possible d'intervention. Alors, c'est vous qui m'avez parlé de Jérusalem. Si c'est Jérusalem, ce n'est pas pour aider l'État d'Israël, c'est probablement pour aider, on va dire, les Palestiniens ou d'autres minorités. Alors, en l'occurrence, c'est pour aider les Palestiniens, mais il se trouve aussi que du temps de mon mandat, j'ai développé une coopération avec Israël, et plus particulièrement le département Machav du département du ministère des Affaires étrangères, sur lequel on peut revenir. Donc, alors, on va revenir tout de suite, c'est-à-dire dans quel type de domaine ? Alors, à la différence de nous qui avons tous les outils d'intervention, Machav n'intervient que sous forme de prêt de personnel, de mise à disposition de personnel, de coopérants techniques. Et des fois, c'est très utile quand, par exemple, pour prendre un exemple très très concret, nous développons un projet agricole au Cameroun. Oui. Eh ben, des fois, nous n'avions pas, pas assez d'ingénieurs ou de spécialistes, et nous avons fait appel à des Israéliens. Et c'est cette coopération tripartite que nous avons institutionnalisée et développée. Oui, ça veut dire qu'en général, le ministère des Affaires étrangères n'a pas les moyens de financer l'ensemble de ces projets. Alors c'est une sorte de matching comme ça avec... Oui. Enfin, je ne sais pas s'ils n'ont pas les moyens. C'est un choix qu'ils ont fait. Oui. C'est un choix qu'ils ont fait. Vous savez, par exemple, les Britanniques ont fait le choix de ne pas faire de prêts. Ils ne font que des dons.
Voilà, donc chaque coopération particulière, chaque coopération nationale choisit les moyens de ses interventions. Nous sommes comme la Banque mondiale, nous avons tous les instruments, comme la Banque mondiale, comme les Allemands de la KfW. C'est-à-dire, oui, il y a dans chaque pays important, on va dire les grands pays, les grandes puissances économiques, il y a une agence de développement pour essayer de venir en aide aux pays en voie de difficulté, en voie de développement, en difficulté en particulier. Alors, c'est souvent en Afrique, mais pas seulement. C'est principalement, ça a commencé bien entendu principalement en Afrique au moment des indépendances dans les années 60, mais c'est aussi en Asie, en Amérique latine également. Alors, ou même nous intervenons par exemple dans les pays du Caucase, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie. Alors, vous avez parlé de cette coopération avec le Misrad Hachoutz, avec Mashav. Il y a d'autres leviers de coopération, en tout cas moyens de coopération avec Israël, ou c'est en général derrière au cas particulier de ce que nous faisons dans les territoires palestiniens, oui, nous sommes en concertation. Alors, comment ça se passe plus concrètement ? Très concrètement, nous avons chaque année une dotation de dons qui est déterminée d'ailleurs par le gouvernement français. Ils nous disent qui est publique, que l'on peut... Oui, qui est public. D'ailleurs, de toute façon, toutes les coopérations nationales, nous nous retrouvons dans des enceintes et on fait des annonces. On explique ce que l'on fait. Et d'ailleurs, au-delà de cela, il y a à l'OCDE une structure spécifique qui vérifie comment chaque coopération nationale intervient, parce qu'il y a des règles, c'est assez réglementé. Donc, et puis, nous finançons en fait, nous, des projets. Oui. Donc, par rapport au risque... Donnez-nous des exemples. Je vais prendre deux exemples. Nous avons financé, de montant, je parle de ce qui était de ma période 2010-2013, nous avons financé la station d'épuration de Beth Lahia, dans le nord de la bande de Gaza. Oui. Et il faut savoir que cette station d'épuration est essentielle parce qu'elle traite 60% des eaux usées de la bande de Gaza. Et les Israéliens étaient plus que favorables à cette aide parce que la non-épuration des eaux usées de la bande de Gaza polluait la nappe phréatique qui remonte jusqu'à Ashkelon. Ah oui. C'est-à-dire Israël aussi voulait ça touchait directement, et d'ailleurs tous les sujets environnementaux, et notamment de traitement des déchets liquides, plus particulièrement, mais également de déchets solides, sont très importants dans la relation entre Israël et les Palestiniens. Aussi bien à Gaza... Voilà, justement, parce qu'on parle beaucoup de Gaza aujourd'hui, on parle d'une restauration de la bande de Gaza, d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas. Ça serait un endroit où l'Agence française de développement pourrait investir des fonds pour essayer, par exemple, on parle de problèmes d'électricité à Gaza, il n'y a pas suffisamment d'électricité pendant la journée, il y a justement des problèmes d'eau, il y a une usine de désalinisation qu'il faut peut-être développer. Ça serait le rôle potentiel de cette agence. Tout à fait. Et nous n'intervenons que sur des projets. Et donc, au fur et à mesure que les travaux sont faits... C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous soumette un projet, concrètement. En fait, c'est itératif. Ouais. C'est itératif, bien entendu, par rapport à nos capacités, nos qualifications, nos compétences, même si nous sommes en mesure de traiter tout type de sujet. Mais c'est itératif et... On a un projet, un budget est établi et au fur et à mesure de l'état d'avancement du projet, il y a les factures qui sont présentées, on vérifie que le travail a été bien fait, correctement fait, et à ce moment-là, on paye. Alors, autre exemple, oui. Dans la région de Jenin, nous avons participé au forage d'un puits qui va chercher l'eau à 600 mètres de profondeur. On fait remonter l'eau, on la monte plus qu'au niveau du sol, on l'a monté sur 3 collines environnantes, et à partir de ces 3 collines où nous avons constitué et financé des châteaux d'eau, là, c'est 100 000 Palestiniens qui sont alimentés en eau potable directement avec robinet chez eux, qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Et vous voyez, c'est ce type de sujet. Je ne vais pas insister sur le sujet de l'eau. Oui, le sujet de l'eau, c'est la problématique de l'eau, ainsi de suite. Mais nous avons aussi, par exemple, pour désengorger le centre-ville de Naplouse, nous avons financé la construction d'un souterrain. D'un souterrain, c'est-à-dire de routes souterrains. Oui, en plein centre-ville, une sorte de déviation en souterrain, comme on fait dans nos villes, soit le viaduc, soit le souterrain, pour dépasser un point dur. Voilà. Alors, je voudrais profiter que vous n'êtes plus en fonction, vous étiez très haut fonctionnaire donc de l'État à ce moment-là.
pour nous confier un peu vos sentiments par rapport à... Justement, on parle beaucoup ici lorsqu'on parle de règlement du conflit israélo-palestinien, on parle beaucoup de paix économique, on parle beaucoup d'aide économique et d'une sorte de prospérité que les Palestiniens pourraient avoir, c'est-à-dire et qui, d'une certaine manière, leur ferait oublier tout ce qui est terrorisme, tout ce qui est lutte contre l'État d'Israël. Vous y croyez à une paix économique, à un renforcement, on va dire, de l'économie palestinienne qui avait été initié ces dernières années, je pense, notamment par Salam Fayyad, au moment où vous étiez en place. Oui, notamment, et que j'ai encore rencontré il y a quelques temps à Ramallah, voilà. Qui était Est-ce que vous croyez que la solution au conflit israélo-palestinien passe par une paix économique, par un règlement des problèmes économiques, sociaux, environnementaux ? Je ne sais pas si le développement économique peut permettre d'effacer, d'édulcorer toutes les problématiques politiques qui sont quand même lourdes, qui sont quand même importantes. Ça, je ne sais pas si dans ce sens ça marche. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que l'augmentation de l'écart de niveau de vie et de développement économique entre Israël et les Palestiniens finit par constituer un problème. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, quand on voit ce qui se passe à Tel Aviv, et pour ceux qui ont la possibilité de se promener à Gaza, moi j'ai visité, je suis allé plusieurs reprises. L'accentuation de l'écart n'est pas quelque chose de bon. Oui, comment on peut le combler, cet écart, si lorsqu'il est à la tête de Gaza, il y a le Hamas? Si je puis me permettre d'évoquer la mémoire de Samuel Pisar, il avait parlé un jour dans les années 70 des armes de la paix pour rapprocher l'Est et l'Ouest. Oui. Et c'est vrai que le développement économique a peut-être eu son importance dans la chute du mur de Berlin. Le développement économique permet, et l'augmentation du niveau de vie, permet de relativiser toute une série de problèmes. Quand vous avez des sociétés qui sont dans l'Internet, qui sont internationales, les centimètres carrés peuvent relativiser beaucoup de choses. Alors bien entendu, ils sont à connotation historique, religieuse, très forte. Je vais pas sous-estimer cet aspect. Comment fait-on? Parce que je vais donner un exemple de ces 2 derniers jours. On a tous assisté avec la bouche bée à ce marché de la vente de SodaStream à Pepsi pour 3,2 milliards de dollars. Et SodaStream, c'était le prototype d'une société israélienne qui employait, vous le savez, qui employait à la fois de la main-d'œuvre israélienne et de la main-d'œuvre palestinienne, puisqu'elle était installée dans une zone industrielle des territoires de la Judée et de la Samarie. Et à cause, on va dire, des militants du BDS qui ne semblent pas véritablement comprendre la portée de leur geste, eh bien, à cause de cette campagne menée par les militants du BDS contre SodaStream, SodaStream a dû déménager et s'installer dans la ville de Rahat, la capitale bédouine du Negev, et provoquer, c'est-à-dire laisser sur le côté, sur la touche, des centaines d'ouvriers palestiniens qui recevaient un salaire de leur part. C'est-à-dire, là aussi, il faut lutter contre des gens, les incrédules du BDS qui auraient pu, dans le cas précis, comprendre cette nécessité de rapprochement économique, social entre Israéliens et Palestiniens à travers SodaStream. Écoutez, sans faire de procès d'intention, je dirais c'est clair qu'en retirant des emplois à des Palestiniens, on ne fait pas une bonne action. Le BDS est engagé dans une action profonde de délégitimation d'Israël. C'est très profond, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour les responsables communautaires français. C'est un vrai sujet pour Israël. Au-delà de ce déménagement physique du siège social, moi je voudrais dire qu'Israël a un vrai problème. Israël a un vrai problème économique, c'est que vous avez des sociétés qui fleurissent, Startup Nation, et qui à un moment ou à un autre se vendent. Oui. Parce qu'il n'y a pas un capitalisme structuré. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de fonds d'investissement. Et je dirais, quand on voit comment certains pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, peut-être demain il faut espérer la Corée du Nord, où les Américains font leur marché ici, alors là encore,
C'est paradoxal, c'est-à-dire c'est ambivalent. D'un côté, on est très fier que ça se passe, exactement. Et d'un autre côté, ça peut. Mais ne pas avoir une structuration du capitalisme israélien pour conserver, c'est-à-dire des fonds de l'épargne qui permettent de conserver un certain nombre de fleurons, voilà. Mobileye, Waze, je dirais à la limite, c'est pas des sociétés comme ça basées uniquement sur l'intelligence artificielle, c'est pas très gênant, mais Teva ou d'autres. SodaStream, c'est des bulles. Voilà. Donc c'est un vrai sujet pour l'économie israélienne. Alors, une dernière question, Dov Zera, vous venez régulièrement en Israël, vous êtes très proche, bien entendu, de tout ce qui se passe. Nous sommes ici à Studio Qualita. Comment vous percevez aujourd'hui l'Aliyah de France, son intégration en Israël? Que doit-on faire, à votre avis, pour améliorer l'intégration des Olim de France? C'est une grande question. C'est une grande question et c'est un vrai sujet. Et il faudrait que les autorités israéliennes prêtent une attention accrue à ce sujet de l'intégration des Juifs de France. Et celui qui vous parle est quelqu'un qui a eu une expérience négative dans sa famille, donc ouais. je sais de quoi je parle, je sais les difficultés. Équivalence de diplôme. Pas simplement équivalence de diplôme, équivalence d'études aussi. Alors, c'est vrai que les Français doivent faire un effort, c'est-à-dire que il ne faut pas venir en Israël, ça nécessite du temps. C'est pas comme on passe de l'Algérie à la France, oui. On passait d'un département à un autre, ou même quand on venait de Tunisie ou du Maroc, il n'y avait pas la barrière de la langue, on connaissait plus ou moins. Donc il faut travailler son aliyah, il faut la préparer, il faut améliorer la connaissance et la pratique de la langue, mais il devrait y avoir une sorte de qualité gouvernementale, de SOS. Intégration des Olim de France pour que ce soit un succès et sans trop donner une connotation mystique, il faut se souvenir que le rabbi de Lubavitch, au début des années 50, avait déclaré que lorsqu'il y aura l'aliyah des Juifs de France, ça sera le début prélude du Mashiach. Exactement. Bon, eh bien, donc il ne faut pas qu'Israël, il faut pas négliger. Il faut pas louper cette opportunité, cette fenêtre d'ouverture. Eh bien, espérons en tout cas que ce sont des instants que nous vivons ici, parce qu'il y a eu quand même tout de même beaucoup de milliers de Olim de France au cours des dernières années. Effectivement, il faut faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer le mieux possible à la réalité, à la société israélienne. En tout cas, merci beaucoup, Dov Zera, d'être venu ce matin dans notre studio. Merci beaucoup. Nous allons marquer une pause musicale. On se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.